Bonjour et bienvenue dans le podcast Challenge IA. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un petit peu spécial, un format un peu différent des autres podcasts qui parlent de l'impact de l'IA dans tous les domaines. Aujourd'hui, on va parler de la génération d'images et vidéos avec Tom Boustel. Bonjour Tom. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, à la base, moi, je suis pas du tout issu du milieu de la tech. Moi, j'ai fait STL au lycée, après j'ai fait SVT à la fac, ça s'est pas bien passé du tout. Enfin, je me suis orienté dans la tech, c'était presque quand ChatGPT est sorti, c'est-à-dire fin 2022, début 2023. Alors à l'époque, je me suis reconverti en tant que développeur full stack. Mais comme il y avait déjà ChatGPT à l'époque, j'ai directement pris la main, que ça pour générer des bouts de code. J'ai généré les images pour alimenter le site, toute la partie copywriting aussi. En plus, vu qu'à l'époque c'était une formation professionnelle, on devait chercher un stage, donc envoyer des mails. J'automatisais aussi ma rédaction de mails avec ChatGPT. Donc c'est comme ça, en automatisant des petites tâches, que je me suis lancé à fond dans l'IA et que j'ai délaissé la partie développement web pour vraiment travailler dans l'IA à mon compte et plus précisément maintenant dans la partie création graphique. Ah, c'est super intéressant parce que du coup, moi, je suis programmeuse aussi. Et du coup, t'es passé de développeur à générateur d'images et vidéos. Et qu'est-ce qui t'a convaincu justement d'aller uniquement dans cet univers-là ? C'était pendant que j'utilisais par exemple Leonardo ou Midjourney pour alimenter le site en images. C'est-à-dire qu'en dehors des sites web, je crée des images juste pour le kiff. Je découvrais l'outil, je me dis mais c'est trop bien, pouvoir générer une image comme ça en 2-3 mouvements juste avec une commande. Et ça a été quoi la révélation ? C'était quel type d'image que tu générais où tu t'es dit waouh, en fait c'est sur ça que j'ai envie de focus quoi ? Alors à l'époque je m'entraînais surtout à reproduire des classiques, par exemple des images Marvel, des images manga, des images Studio Ghibli. Et donc en parallèle aussi sur Etsy, j'avais lancé une petite boutique de fonds de couleurs. Donc c'était des fonds de couleurs pour les photographes. Donc on va dire c'était mon tout premier business IA. Bienvenue dans le podcast Challenge IA, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent comprendre, maîtriser et utiliser l'intelligence artificielle comme un véritable levier stratégique. Je suis Jen, coach, experte en IA et fondatrice d'une agence spécialisée en automatisation. On parle d'IA concrète, des méthodes, des frameworks et des cas réels pour transformer votre business. Que ce soit pour le marketing, la finance ou les services, l'IA est un avantage compétitif durable. Challenge IA, c'est l'amplification de votre créativité et de votre stratégie par la technologie. Si vous êtes prêts à passer à l'action, bienvenue dans Challenge IA. C'est comme ça en fait que je me suis lancé dans la partie création graphique. En plus, à l'époque, je commençais à publier sur LinkedIn, donc j'avais des demandes, que ce soit des demandes de coaching ou des demandes de prestations. Donc, plus que de faire ça pour moi, j'ai commencé à faire ça pour des clients, des prestations rémunérées. Trop bien. Et t'as trouvé que, en te mettant dans cette activité-là, parce que nos auditeurs sont parfois aussi dans ce domaine-là, et certains me disent qu'ils ne sont pas rentables dans ce domaine. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tu es rentable ? Est-ce que c'est plus le domaine de la formation qui te permet de te rémunérer ou c'est vraiment la création aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce qui est le plus rentable pour moi, c'est vraiment la partie formation, parce que la partie prestation, c'est plus délicat, notamment par rapport au TJM. Parce que vu que c'est un métier tout nouveau, on va dire, il n'y a pas vraiment de référence métier, de référence TJM, justement pour pouvoir établir des tarifs qui nous conviennent, mais qui est aussi des tarifs qui vont convenir au client, parce que c'est lui au final qui va décider s'il est prêt à payer pour ce type de rendu et combien il est prêt à payer. Donc si on lui dit que produire telle image ça prend moins de temps, il va se dire ça vaut pas forcément le coup de payer super cher, d'une part pour quelque chose que je peux faire moi-même et quelque chose qu'on peut faire vite. Oui, mais du coup aujourd'hui, par exemple, en retour d'expérience, c'est quoi le maximum en TGM que tu as pu demander sur ce type de sujet ? Alors, au niveau du TGM, j'essaie de m'aligner avec mes confrères ou mes concurrents, donc je suis à peu près entre 350 et 400 euros. D'accord. Voilà. Après, il y a évidemment les plus gros studios, ils peuvent facturer beaucoup plus cher, mais quand on débute en freelance tout seul, le TGM moyen, c'est à peu près entre 350 et 400. C'est intéressant ce que tu dis parce que je travaille
pas mal avec des photographes, des vidéastes ou même d'autres métiers autour de la production. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour eux de passer le TJM classique au TJM de la génération d'images et vidéos. Ce qu'ils oublient souvent, c'est qu'ils ont l'impression que c'est rapide, mais il y a toute une réflexion, il y a un storyboard. C'est pas si simple que ça. Moi, je discutais l'autre jour avec If Only AI, tu vois de qui je parle. Et en fait, pour un film, il passe 3 à 5 jours pour le créer, et c'est pas si simple que ça. En plus, il fait du virtuel dans le réel. Donc, on parle de combiner des concepts, combiner des images, etc. C'est ça. Du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Ce qui est le plus rapide, on va dire, enfin, ce qui prend le moins de temps, c'est vraiment la phase de production, mais la phase de pré-production, c'est la plus longue parce que il faut tout mettre à plat, tout simplement. Après, il y a la phase de l'écriture du script ou du brief. Il y a la phase des storyboards. Il faut que le client il le valide aussi. Et on va dire, nous, on peut faire cette phase de production rapidement parce que ça fait presque 2 ans maintenant qu'on fait ce travail. Mais pour un freelance seul qui débute, c'est évident qu'il va mettre beaucoup plus de temps, ne serait-ce que pour la phase d'itération, la phase des correctifs, parce que le client, de toute façon, il va tout passer au crible et il veut vraiment que l'univers de sa marque ou que son produit soit vraiment respecté. Mais c'est là où j'ai envie de remettre un peu de la valeur dans notre travail, parce que moi, j'ai mon studio qui s'appelle Challenge Studio IA. Et en fait, je donne des formations, je fais des productions. Et j'ai recensé l'autre jour, j'utilise pas moins de 36 outils IA différents. En plus, ça coûte un bras. Oui. Du coup, il faut optimiser les coûts, les tokens, etc. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait valoriser dans le travail, c'est le savoir. En fait, on n'achète pas du temps à quelqu'un, mais plutôt la compétence qu'elle a acquise avec le temps. C'est ça. Et en fait, il faut tellement itérer avant d'avoir un semblant d'expertise dans un outil. Aujourd'hui, c'est quoi les outils que tu préfères pour générer tes images ou tes vidéos T'as un retour d'expérience ? Alors, bonne question. Il y en a beaucoup. Surtout que c'est compliqué quand il y a un nouvel outil qui sort, parce que je vais passer des jours en phase de test dessus et je me dis, il est trop bien cet outil, je vais le mettre dans mes préférés. Puis une semaine après, t'as son concurrent qui va sortir soit un nouvel outil, soit une mise à jour. C'est dur de et je me suis dit, finalement, celui que je préfère, il est peut-être un peu, il est peut-être moins bon. Ouais. Donc c'est assez compliqué. Mais si je devais faire une liste de ceux que je garderais à coup sûr, ce serait pour les images mid-journée, évidemment. D'accord. Nano Banana aussi, lui, il m'a totalement convaincu. Et pour les vidéos, là, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a énormément d'outils que j'adore. Sora 2, par exemple, Google VO3, Minimax, Kling. Ok. Voilà. Si on faisait une mini masterclass pendant le podcast, là, et que t'es face à un débutant, sur quoi tu le lancerais comme outil pour commencer ? Alors, c'est difficile de répondre parce que j'aurais tendance à le lancer sur mid-journée, ne serait-ce que pour la qualité rendue, mais c'est pas le plus facile à prendre en main. Donc, je dirais à la fois un outil qui est capable de produire des bons rendus et qui est facile à prendre en main. Je dirais Nano Banana. Ok, cool. Et est-ce que tu as l'habitude de travailler sur des agrégateurs de type FreePic ou Xfield, ou t'es plus native friendly et tu vas utiliser l'outil en Alors, lui-même ? Avant, j'utilisais vraiment l'outil en lui-même. Depuis quelques temps, je me suis mis sur FreePic et sur Xfield, ne serait-ce que pour la partie des storyboards. Parce que quand on cherche une production avec beaucoup de récurrence, le storyboard, de toute façon, c'est primordial. Et faire ça directement sur l'outil, on va dire, sans vraiment avoir de contrôle, on se rajoute une contrainte supplémentaire. Juste pour éduquer un petit peu l'audience, en fait, un storyboard, c'est ce que font les professionnels pour raconter un peu la timeline d'un film. Parce qu'aujourd'hui, quand on génère des vidéos, des images, les vidéos ne durent en moyenne que 10 à 30 secondes. Et donc, si on veut raconter un long métrage de 15 minutes, 1 heure, il va falloir générer énormément de contenu, et le storyboard permet de vraiment créer une histoire de toutes pièces, et ça nous permet de réfléchir à si on va faire des flashbacks, etc., de tout ce qui est technique en fait. Et pour rappel, quand on parle de tous ces outils, les agrégateurs, en fait, c'est des outils qui donnent accès à tous les modèles,
que Tom a listé. Donc voilà. Ouais, c'est important parce que y en a qui sont débutants et j'ai pas envie qu'ils soient perdus pendant le podcast. Merci pour ce partage. Moi, pour le coup, j'avoue que de plus en plus, je pousse mes élèves à être sur des agrégateurs. Un de ceux qui a la plus grosse courbe d'apprentissage, par contre, c'est OpenArt. Il est super dur. Je les pousserai pas forcément dessus direct, mais par exemple, Xfield, les FreePic sont hyper abordables. Oui. Surtout que pour moi, c'est un peu, tu sais, la génération pour les nuls, puisque en fait, ils génèrent déjà les prompts pour toi. C'est ça. Ils ont énormément de templates déjà préconçus. C'est des sortes de Canva pour les designers, mais là vraiment appliqué au freelance IA dans l'audiovisuel. Ok. C'est quoi ton modèle de génération vidéo préféré? Parce qu'en fait, moi, ça a vraiment changé plein de fois. Et en fait, en fonction de certains cas d'usage, je vais en utiliser un et pas l'autre. T'as quelques retours d'expérience à faire à notre audience sur les meilleurs outils et peut-être des cas d'usage sur les placements de produits, J'aimerais bien que tu nous partages. Alors, encore une fois, c'est difficile de répondre à ces questions parce que c'est vrai que chacun a ses forces et ses faiblesses. Donc, c'est difficile de définir, par exemple, un numéro 1 qui va surpasser tous les autres. Parce qu'en fait, c'est très éphémère. Ça dépend surtout de l'instant T. Par exemple, si je dis qu'à l'instant T, Sora 2, il surpasse tous les autres, mais que demain, Google, il sorte VO4 ou VO3.2 et que Sora 2, du coup, il se retrouve moins bon, de tout ce que j'ai dit là, ce sera plus valable. Surtout que maintenant, ils essayent de regrouper, on va dire, tous les aspects de la vidéo, que ce soit l'animation du personnage, l'arrière-plan et le son. Et surtout, avant, on pouvait générer que des vidéos en muette. Maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de générer le son. Donc voilà, c'est difficile à répondre. Mais si je devais en choisir que deux, je dirais à l'instant T VO 3.1 et Sora 2. Ouais, je suis assez fan. Mais en plus, ce que je trouve incroyable, c'est que pour le coup, Sora n'est pas accessible autrement qu'aux États-Unis, donc il faut un VPN pour y avoir accès, ou passer par Xfield. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ou passer par Xfield pour y avoir accès indirectement, ou maintenant FreePic et tous les autres agrégateurs l'ont de plus en plus. Mais je trouve qu'il y a une vraie diff de l'avoir sur la plateforme en elle-même parce que tu peux te créer ton avatar, tu peux communiquer avec la communauté parce que Sora 2 a été pensé plus comme un réseau social où on itère. C'est vrai. Mais bon, c'est difficile d'avoir un code. Il faut aller sur GenArt pour demander un petit code si ça passe. Et puis, il faut avoir un bon VPN et une super bonne fibre parce que sinon, ça passe pas du tout. Alors moi, le VPN, je l'ai. Le code, on me l'avait donné en message privé sur LinkedIn pour le coup. Et j'ai eu de la chance parce que la personne qui m'a donné, il m'a dit c'est le dernier que j'ai. Donc, si tu n'utilises pas maintenant, il y en a un autre qui va le faire et tu pourras plus. Ouais. Moi aussi, je l'ai récupéré sur GenArt et en fait, j'ai été bluffée et je trouvais ça méga cool qu'on puisse tout de suite avoir des retours. En fait, on peut limite avoir, comme sur Instagram, un retour réel de réaction sur nos vidéos. C'est exactement ça. D'ailleurs, Midjourney, ils ont essayé d'implémenter la fonctionnalité, mais pour les images. C'est-à-dire qu'on a un profil public avec... on peut choisir les meilleures images qu'on va afficher aux utilisateurs. On peut suivre d'autres utilisateurs, on peut discuter avec eux. Limite, comme tu dis, ça devient un réseau social vraiment appliqué à la création d'images ou la création de vidéos. En fait, je trouve ça cool parce que malgré le fait qu'on monétise notre contenu, il y a une vraie solidarité entre prompteurs parce que tout le monde se partage les meilleurs prompts. En fait, il n'y a pas de rétention d'informations. On est tous en train d'essayer d'apprendre tous les jours. C'est tellement neuf. Mais en même temps, en fait, je me rends compte qu'il y a des techniques que tu apprends sur le tas et que tu peux reproduire quel que soit le modèle. C'est exactement ça. Moi, j'ai appris énormément de choses justement en suivant soit des influenceurs, soit d'autres créateurs de contenu qui partageaient justement leurs méthodes, leurs techniques, leurs prompts derrière que tu peux reproduire, que tu peux adapter, ou même comprendre comment ils ont fait ça. Donc c'est... Franchement, que demander de plus? Ouais, voilà, un disclaimer, même en tant que professionnel, on s'inspire beaucoup des autres pour créer les générations d'images et vidéos. Il faut rester vachement humble face à ce métier qui est tout beau, tout neuf. Et justement, moi, dans mes e-learning, je fais des e-learning où j'explore justement la création de contenu des meilleurs créateurs. D'ailleurs, je te fais de la pub assez régulièrement. Et il y en a beaucoup qui te connaissent par mes cours. C'est trop cool. Et je fais la même chose pour les créateurs que j'adore. Ouais.
aujourd'hui, c'est quoi en termes de formation, qu'est-ce que te demandent le plus les gens en fait quand ils en formation? Alors, ils me demandent beaucoup des visuels appliqués aux réseaux sociaux, donc que ce soit des supports d'illustration, des infographies. Donc, enfin, c'est valable aussi pour les images, mais ils demandent aussi la même chose pour les vidéos. En fait, ils demandent surtout des vidéos marketing, des vidéos de communication, parce que c'est un peu souvent les mêmes profils qui font appel à moi. Donc, c'est vraiment les agences ou les PME en marketing, en e-commerce, en communication. Donc, du coup, ils font énormément de communication sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment sur cet aspect-là qu'ils cherchent à se former. D'une part, sur la création graphique, mais aussi, par exemple, sur la génération de posts, sur l'analyse des datas, etc. Ah ouais, bah, moi j'ai mon agence de marketing et c'est vrai que pour les typographies, je suis assez fan de idéogrammes. Je ne sais pas si tu l'utilises énormément de ce côté-là. Alors, pour ce type d'usage, je passe plutôt soit par ChatGPT Images, soit par Nano Banana. D'accord, intéressant. Parce que en fait, pendant longtemps, ChatGPT était pas très bon en typographie. C'est vrai que ça a beaucoup changé ces derniers temps. Mais c'est vrai que moi, je suis tombée amoureuse de idéogrammes pour les logos. Ils me proposent toujours des trucs très très sympas et même si Nano Banana, maintenant tout le monde se l'arrache, on voit sur Threads, il y a des millions de conversations où il y a des prompts dans tous les sens, on n'arrive même plus à tout suivre. Ah, c'est ça, c'est exactement ce qui arrive quand un outil sort et fait le buzz. Quand ChatGPT est sorti, on a vu énormément de vidéos, par exemple de la culture populaire avec un style graphique Studio Ghibli, parce que les images elles ont été justement faites avec ChatGPT, donc ça a fait un buzz mondial, ça fait un buzz monumental. Et c'est par justement ce genre de buzz que la plupart des gens qui connaissaient pas l'IA avant découvrent l'IA et que ça leur donne envie de se lancer là-dedans, puisque comme tout le monde, ils ont grandi avec les classiques, ils ont grandi avec Miyazaki, ils ont grandi avec le Seigneur des Anneaux. Et donc quand ils voient les deux appliqués en même temps, ils se disent mais c'est quoi ce truc? C'est trop bien. Je veux faire ça, moi. Je veux apprendre. D'ailleurs, j'ai 2 anecdotes à te partager. Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques jours, ChatGPT, maintenant, quand tu itères sur une image, tu la génères, tu peux en générer plein à la fois maintenant, depuis peu. En fait, c'est-à-dire que tu lui demandes un prompt et en fait, tu peux déjà passer au prompt suivant pour la génération de l'image suivante. Ça change tout. Parce que des fois, franchement, même si tu as la fenêtre de contexte du projet, c'est tellement bien de rester dans la même conversation. Ouais. Et du coup, t'as pas besoin de passer du temps à changer, switcher, attendre, etc. Donc ça m'a changé la vie là ces derniers temps. Et la deuxième anecdote, c'est que je me suis fait grave de l'argent. Enfin, pour moi, c'est beaucoup parce que c'était un tout petit produit. J'avais vendu les starter packs à 7 €. Donc j'avais fait un GPT starter pack que je vendais 7 € et je me suis fait 1 600 € tellement les gens, ils voulaient générer leur starter pack. Et en fait, ils galéraient à créer le prompt du fameux starter pack. Alors, j'avais vendu le GPT starter pack. Et j'étais choquée. J'avais juste fait une micro-vidéo sur YouTube. Et pourtant, je pensais que j'allais pas faire de vente parce que j'avais à peine 125 vues. Sauf que j'ai enregistré plus de 325 ventes en moins de 48 heures. Et c'est là où tu te rends compte que l'IA lance des trends et le go-to-market, il va super vite. C'est ça. C'est exactement ça. Quand il y a de la demande, et notamment dans l'IA, même avec un petit prix, mais avec un petit produit, t'es certain que ça va se vendre, justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas faire ça et qui demandent à apprendre. Ouais. Et en plus, ce que j'adore, c'est que, tu sais, il y a un peu ce phénomène où t'as plus de clivage transgénérationnel. On a tous les âges qui veulent se mettre à la génération d'images. C'est exactement ça. Là, par exemple, si je prends mes confrères ou mes concurrents sur LinkedIn, ils sont tous plus âgés que moi, d'au moins le double, ils ont entre 40 et 50 ans. Donc on pourrait croire à tort que c'est surtout les jeunes qui se mettent à l'IA, mais de ce que j'ai vu, c'est d'abord les seniors qui avaient déjà la main dans la création graphique parce qu'ils étaient designers avant, ils étaient publicitaires. Donc d'une part, c'est les premiers concernés par l'IA. Et on va dire, le grand public, lui, il découvre d'abord juste parce qu'il aime ça, et pas trop parce qu'il veut lancer un business dessus. Ça, c'est plutôt les créatifs qui étaient déjà dans le métier avant. Oui, puis des fois, ça vient dans un second temps. Quand ils se rendent compte qu'ils sont bons dedans, et en fait, ils vont se dire, en fait, j'ai plus envie de me lever pour générer des images et des vidéos, créer des univers,
faire vivre une expérience plutôt que de faire le métier qu'ils font à la base. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce que tu as vécu avec, en passant du développement. Totalement, oui. Au début, je créais juste parce que j'aimais ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait un réel débouché de là-dedans, qu'il y avait de la demande, que ce soit en formation ou en prestation, c'est comme ça que j'ai décidé d'en faire mon métier. C'est génial. Moi, en fait, c'est mon tort. J'arrive pas à focus sur un seul truc. Donc, c'est pour ça que j'ai développé mon studio à côté. Et en fait, c'est un peu comme à l'école. Je le vois vraiment comme une activité secondaire, mais c'est mon dada de rafraîchissement. En fait, ça me permet de sortir la tête du guidon, du code, etc. Donc, j'adore générer. Et en plus, je suis devenue une spécialiste de l'avatarisation et le fait de faire revivre des personnages morts. J'ai fait revivre Michael Jackson, Marilyn Monroe et Carl Jung. En fait, c'est le thérapeute qui a créé toutes les théories de la thérapie. On est passé d'abord par une phase où full IA. On n'avait pas encore François Morel qui prêtait son jeu d'acteur parce que simplement c'était un galop d'essai. Et on s'était dit, voyons ce que ça nous donne. Et déjà on était bluffés, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose d'humain parce que Carl Jung représente la thérapie humaine. Et du coup ça s'imposait à nous d'avoir quelqu'un pour représenter le personnage de Carl Jung. D'ailleurs, mon film sera apparemment prochainement diffusé sur Arte. Donc pour moi, c'est énorme parce que quand j'étais petite, je voulais travailler dans le monde du cinéma. On m'a dit oui, mais tu peux pas être actrice puisque être acteur, t'es pas de cet univers-là, etc. En fait, ce qui est génial, c'est qu'avec l'IA, on peut le devenir. C'est ça, c'est exactement ça. Sans même être un grand producteur, même si t'es pas un bon parolier, que t'es pas un bon acteur, l'IA te met en musique. Et du coup, t'as fait un peu d'avatarisation sur toi quand tu t'es amusé? Alors, j'en avais fait, mais que pour des projets personnels. C'était vraiment pour le kiff, c'était pas vraiment pour tester la technique, quoi. Oui, c'est ça. Je suis assez bluffée. Des fois, il arrive à vraiment... Moi, j'utilise beaucoup HeyGen et Synthesia. J'ai comparé les deux modèles, mais après, je suis quand même complètement fan de HeyGen pour le coup. Oui. Synthesia m'a pas encore convaincue parce que je trouve que, en fait, HeyGen sort tellement de features tout le temps. Ils se mettent à jour tout le temps, ils améliorent le modèle tout le temps. Je trouve que la combinaison Eleven Labs HeyGen, elle est juste parfaite. Et du coup, j'avatarise des PDG, des formateurs, des coachs, et c'est très demandé, quoi. Totalement. C'est surtout la fonctionnalité des clones de voix ou des clones avatars. Parce que tu te filmes une fois, tu t'enregistres une fois, et derrière, tu peux quasiment produire des vidéos à la chaîne. Et ça, c'est pour si on a l'habitude de tourner des vidéos facecam, on gagne énormément de temps, du coup, sur toute la phase du tournage, la phase de l'enregistrement qui prend énormément de temps. Et donc, c'est que du bonheur, en fait. Et j'ai vraiment vu une évolution là-dessus parce qu'au début, j'ai commencé à faire du e-learning. Alors moi, je suis formatrice en IA, mais je suis aussi formatrice en IA et cybersécu. Et j'avais commencé à faire, des avatars pour enseigner la cybersécu. Alors mes élèves, ils m'ont très vite fait des retours. Ils m'ont dit « Oh, je m'ennuie, ton avatar, il parle trop doucement, etc. » Et depuis que Eleven Labs, ils sont sortis Alpha 3, mais c'est incroyable. Parce que du coup, t'as plus du tout cette sensation d'être face à un avatar, mais plutôt face à un être humain. C'est ça. Et ça m'a... en plus, c'est aussi le lip sync, les gestes, ils étaient complètement naturels. Et en fait, mon petit tips, c'est que souvent, quand j'enregistre les vidéos, je les enregistre en vitesse une fois. Ouais. Et quand je les publie en 1.2.5. Enfin, 1.25. Et ça change tout. Parce qu'en fait, les gens n'arrivent plus à faire la différence entre des vidéos. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de vidéos YouTube à moi. Les gens, quand ils m'écrivent par mail, ils disent « Salut Jen » ou « ton IA ». Ils savent plus, en fait, faire la différence. Comme dans mes réels sur Instagram. Et qui répond du coup, c'est toi ou c'est la moi. Okay. C'est moi. Mais par contre, c'est ChatGPT plugué à mon Gmail qui pré-rédige mes mails.
En fait, moi, j'ai fait une automatisation où tous les jours, ça scrape toutes les opportunités professionnelles et ça me fait une pré-rédaction de la réponse. Et en fait, en plus, il a la fenêtre de contexte de tout ce que j'ai déjà fait pour le client, donc c'est parfait. C'est toujours cohérent avec la phase où j'en suis dans le projet, quoi. T'as déjà fait de l'avatarisation pour les clients ou ça... J'en avais fait, oui. J'en avais de mémoire, c'était pour un cabinet d'experts comptables. Donc, ils cherchaient des vidéos avec un avatar donc qui résume un document. Et l'avatar, ça devait être le monsieur en question, enfin son clone en l'occurrence, avec sa propre voix, comme si c'était lui qui était réellement en train de s'enregistrer, de faire son rapport vidéo. Voilà. Mais c'est super intéressant parce qu'en plus, je suis face à des gens, des fois, qui ont un manque d'éloquence et l'élocution, c'est pas trop leur truc. Oui. Prendre la parole devant une caméra, ils sont mal à l'aise. Là, avec l'avatarisation... Ça, je connais que trop bien parce qu'en tant que personne autiste, forcément, l'élocution ou rester focus devant la caméra pendant des heures, j'ai du mal à me cadrer. D'accord. Donc, justement, avec l'avatarisation, il suffit que je réussisse, allez, on va dire une, deux, trois prises de vue grand max pour créer l'avatar, un enregistrement, et derrière, limite, je suis tranquille, en quelque sorte. Ouais. En fait, moi, je me suis dit que la next generation, ce serait qu'on serait plus des formateurs, mais ce serait nos clones qui formeraient les gens. Et en fait, c'est pour ça que je suis en train de faire des IA compagnons, où les gens pourront communiquer avec mon double. Et en fait, pour moi, les gens les plus compétents vont vouloir télécharger leur cerveau dans une IA. Et c'est pour ça que Elon Musk, il a dit, dans quelques années, on pourra être immortel parce que nos cerveaux seront potentiellement... Jolie idée, oui. Ouais. Bon, après, on sort un peu du cadre, mais c'est une idée futuriste qui me plaît plutôt bien. Et même pas forcément que pour du e-learning, même pour des enregistrements en visio en direct. Il y a une demande justement en clone avatar pour envoyer son propre clone avatar en visio, qui soit capable de répondre du tac au tac à la personne. Il y a tellement de possibilités, mais surtout il y a tellement de demandes que c'est certain que ça va arriver au bout d'un moment. Oui, et en plus, je sais pas si on t'a déjà fait ce genre de demande, mais tu sais, ça se fait de plus en plus d'avoir une synthétisation de la voix sur WhatsApp et les gens, ils convertissent en marketing par la voix. Et depuis peu, on me fait des commandes où, en fait, on veut que je crée le clone. Alors, des fois, sur fond vert, il y en a, ils sont exigeants. Des fois, il y en a, ils veulent juste 2-3 backgrounds différents, etc. Et du coup, en fait, la personne, elle peut faire des vocales WhatsApp, vocales vidéo. Et ça change tout. Parce que, en fait, les gens, ils ont l'impression que tu as fait du personnalisé. Et du coup, ça convertit. Donc, et en plus, c'est trop marrant parce que j'ai une coach en finance. Bon, je tairai le nom parce qu'elle voulait pas le dire. Mais cette coach, du coup, elle a utilisé son avatar. Elle a décuplé ses ventes x3 grâce à son avataria. Et en fait, personne ne l'a vu. Et du coup, on a décidé ensemble, et on va le faire l'année prochaine, on va lancer un challenge. On va aider toutes ses clientes à s'avatariser pour convertir davantage. Parce qu'en fait, quand on a vu la répercussion que ça avait, et je trouve que c'est prometteur parce que c'est que le début, quoi. Ouais, totalement. J'ai hâte de voir ça, écoute. Ouais, je te partagerai tout ça. Et du coup, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est un petit peu, c'est quoi tes ambitions à travers la génération d'images et vidéos ? Tu m'as dit en off que tu voudrais faire des longs métrages. Aujourd'hui, tu vis de quoi ? Et demain, tu aimerais vivre de quoi vis-à-vis de... Alors, aujourd'hui, mon activité, elle se partage en deux. D'une part, la formation en B2B, la formation aussi en B2C pour du coaching individuel et évidemment la prestation de services et notamment la prestation de vidéo marketing pour les agences et pour les PME. Tu aimes te déplacer comme ça pour former ou t'aimes bien tout faire chez toi ? Toi, c'est quoi ta préférence ? Alors, en tant que personne TSA, évidemment, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis chez moi en visio, mais c'est quand même bien aussi de temps en temps de se déplacer pour de se reconnecter. Pour rencontrer la personne. Il y a beaucoup plus d'authenticité et j'ai pas... De partage. Aussi, et quand tu es avec la personne en face, j'ai pas vraiment l'impression de vraiment d'être dans une formation corporate, mais plus d'être dans un échange, en quelque sorte.
Ouais, c'est beaucoup moins strict, beaucoup moins cadré et du coup, tu as plus l'impression de t'amuser parce que Oui. du coup, on partage une expérience, on co-crée ensemble. C'est ça, c'est Ouais, ça, c'est un atelier, quoi. c'est ça. Et parfois, c'est plus difficile en tout cas de retrouver cette ambiance en visio où on est chacun derrière un écran et qu'on se parle uniquement par écran interposé, que vraiment de se voir en face à face, d'interagir le plus naturellement possible comme ça. Ouais, j'ai un peu ce même sentiment parce qu'en fait, des fois, j'ai des sessions où j'ai 4, 10 élèves et en fait, tu sais que les élèves, ils font pas vraiment ce que tu es en train de dire. Ils sont pas impliqués. Alors que quand tu les as en face à face, bah, ils sont obligés parce qu'ils se sentent en quelque sorte espionnés. Mais en fait, c'est pas le but. C'est vraiment pour leur transmettre les bonnes pratiques. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, je répondis sur ta dernière question de comment je me vois, par exemple, dans quelques semaines, dans quelques mois. Par exemple, moi, j'adore le cinéma, j'adore l'IA. Donc, pour moi, la suite, ça coule de source. J'aimerais bien travailler sur des vraies productions de cinéma, sur des productions beaucoup plus longues, que, par exemple, des séries, des longs métrages, etc. Bah, en fait, c'est pour ça que je tenais à faire ce podcast parce que j'avais envie de lancer une nouvelle branche avec toi. Parce que dans Challenge Studio IA, en fait, on se démarque vachement de ce qu'on peut trouver sur Internet parce qu'on fait que des longs métrages. On fait peu de courts métrages parce qu'on est missionné par des grosses agences de pub, des agences de cinéma. Et en plus, j'ai la chance de coévoluer dans des groupes WhatsApp avec des gros studios américains ou même en Asie. D'ailleurs, j'ai vu que tu as participé au concours de Bali. Exactement, oui. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, moi, je le fais avec des amis. Des fois, on le fait à plusieurs. Et quand j'ai vu ta création, j'ai dit « Ah, c'est génial, mais en fait, l'année prochaine, il faut le faire avec Tom. » Avec grand plaisir, écoute. Bah ouais, et puis ça peut être méga cool. Je trouve qu'il y a une vraie solidarité entre créateurs et les gens sont plus du tout en train de se dire faut absolument que ce soit mon nom qui soit vu. C'est plus quand tu fais un projet de groupe, tu te dis, en fait, tu souris quand tu vois le film parce que tu souris de l'expérience que tu as vécue pour créer ce film. Et moi, c'est ce voyage qui me plaît bien. C'est au-delà du résultat, c'est par quoi on est passé. Et en plus, des fois, c'est alambiqué parce que comme la génération d'images et vidéos, c'est un peu se laisser surprendre. Des fois, je n'étais pas du tout partie dans cette optique de création. Et en fait, c'est l'IA qui m'y emmène. C'est ça. C'est exactement. J'ai exactement le même sentiment. Moi, comme je t'ai dit, pour les plus grosses productions aussi cinématographiques, parce que d'une part, je veux monter en compétences, je veux découvrir aussi de nouvelles choses et je veux aussi prendre du plaisir, tout simplement. Je veux prendre du plaisir à créer. Et vu que je suis un passionné de cinéma, si je peux travailler justement sur des productions de cinéma, ce serait génial. Bah oui, j'ai une anecdote à te partager. En fait, je t'en avais parlé un petit peu en off, mais en fait, on m'a proposé, parce que j'étais spécialiste de faire revivre des personnages, de travailler sur Napoléon. Et en fait, il se trouve que mon mari est un grand fan. D'ailleurs, il m'a invité à prendre contact avec Christopher Lan, qui a eu la délicatesse de me répondre. J'espère qu'un jour, il va participer à cette belle aventure. Peut-être qu'on sera tous les trois à travailler dessus avec mon mari. Mon mari, il le fait vraiment pour le plaisir. Hein. Il n'est pas du tout dans l'univers de l'IA. C'est juste que je me suis rendu compte, à force de faire des longs métrages, qu'il fallait vraiment des qualités de producteur, de monteur. Oui. Fallait maîtriser aussi tout ce qui est technique d'animation, etc. C'est ça. Et je suis assez étonnée que des outils aussi simples que CapCut suffisent amplement. Et dernièrement, je me suis pas mal tournée vers des outils autres. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un outil de caméraman. Je sais pas si t'as déjà testé d'autres logiciels de montage ou pas? À part CapCut, celui que j'utilise le plus en parallèle, c'est Sony Vegas Pro. Ok, Sony Vegas Pro. Mais en fait, les caméramans m'ont fait découvrir d'autres... c'est DaVinci que j'ai testé dernièrement. DaVinci Resolve. Alors, lui, ça fait un moment que j'en entends parler. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais il faudra bien que je le fasse au bout d'un moment. En fait, il n'est pas donné. Moi, je squatte la licence d'Ami parce que c'est une fortune. En fait, souvent, il est offert quand tu as la caméra qui coûte des milliers d'euros.
Ou sinon, tu prends une licence DaVinci. D'accord. Et quoique, je crois qu'il y a une licence gratuite quand même, mais t'as vraiment pas du tout la même qualité. Et en fait, mon mari, il avait fait un concours de tir en Pologne. Parce que en fait, tu peux pas tirer pareil selon les États. Et là-bas, il avait un caméraman qui avait du coup le logiciel DaVinci. J'ai été bluffée. Les filtres c'est des filtres que tu peux pas trouver ailleurs. D'accord. C'est surtout les transitions. Elles sont vraiment, c'est une signature. Oui. Je suis assez intriguée, mais j'utilise toujours CapCut parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées. Notamment, CapCut a sorti plein de... Il est complètement négligé, mais c'est plus les UGC qui le font. Mais ils ont sorti plein d'outils IA extraordinaires. Notamment, je vois pas trop ça sur LinkedIn et tout, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus pro. Mais tu vois, je traîne beaucoup sur TikTok, sur la génération d'images et vidéos. Et par exemple, tu peux prendre une photo de toi, et en fait, ils vont te mettre dans une Lamborghini, voilà. Donc en fait, ça donne des perspectives en termes de publicitaire. Et en plus, ils ont sorti une fonctionnalité qui fait que si tu veux, par exemple, en ce moment, c'est les Black Friday, tu veux faire une pub Black Friday, tu promptes « je veux des pubs Black Friday » et il va te proposer 10 visuels sur le produit que tu veux mettre en évidence. Et gratuitement. D'accord. C'est ça qui m'a choquée. D'accord. Ça, c'est en text to image ou on peut aussi, par exemple, le faire en image to image? Tu peux faire en image to image aussi. Trop bien. Ouais, franchement, c'est complètement négligé. Personne n'en parle de CapCut AI, mais ils ont sorti plein de fonctionnalités. Mais moi, je pense que tu sais pourquoi on n'en parle pas beaucoup? Parce Dis-moi. que c'est les États-Unis et la Chine qui sont absolument sur le côté pédagogique des réels. Et en France, on est un peu dans la lobotomisation. On reste un peu dans notre circuit fermé. Oui. Alors que si on s'ouvre un petit peu plus à la culture étrangère, on a un peu plus de créativité. C'est pour ça que je traîne beaucoup sur Skool, où il y a des créateurs qui partagent tout ce qu'ils font, que ce soit professionnellement et personnellement. Je sais pas si tu te balades un petit peu sur Skool. Alors, pas sur Skool spécifiquement, mais c'est vrai que je fais énormément de veille aux États-Unis sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, etc. Parce que toutes les tendances, elles commencent aux US et elles arrivent après en Europe. Ouais. En plus, moi, ce que je kiffe, c'est vraiment sur Skool et Discord. Ils sont vraiment en mode vas-y, tu vas apprendre ça, vas-y, teste ça, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que je me suis dit, t'as pas besoin de dépenser des 1000 et des cents pour te former. Je dis pas qu'il faut pas un formateur. Parce qu'en fait, chaque personne va avoir une courbe d'apprentissage différente. Nous, on est experts, donc tester un outil, c'est facile pour nous, et puis on n'a pas le même seuil de référence. Encore une fois, un junior va avoir déjà des difficultés à ouvrir l'outil, à savoir où aller dans l'outil, etc. Donc en fait, on a encore, heureusement, de l'importance sur le marché, mais c'est justement, en fait, ça convient à tous les niveaux, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as déjà, vu que tu veux travailler dans le cinéma, est-ce que tu as envie là de faire des tests et de lancer des films? Tu as des projets en tête Alors, oui, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai participé il y a quelques semaines à mon premier concours mondial de film IA. Donc évidemment que je vais viser d'autres concours. D'une part avec des vidéos qui seront beaucoup plus ambitieuses, mais aussi beaucoup plus longues, plutôt que de produire vraiment des vidéos courtes, 30, 1 minute. Là, je vais vraiment essayer de produire limite des courts-métrages de 5, 6, voire 10 minutes, si je le peux. Voilà. Sache que ça va te prendre des jours et des jours. Pour te dire, j'ai fait un des plus longs métrages de Carl Jung, de 1h30. Parce qu'en fait, ils m'ont missionné sur des e-learning d'1 heure. Et pourtant, je pensais que c'était de l'avatarisation, alors je pensais que ça allait être simple. Et c'était pas si simple. Parce que déjà, en fait, ce qui m'a embêtée, moi, j'ai utilisé Runway. Je l'ai entraîné sur Carl Jung. Donc, en fait, tu prends une image, tu l'animes. Et en plus, moi, j'ai utilisé Actu. Du coup, c'était François Morel, l'acteur, qui a pris... En fait, il a pris les mimiques... Carl Jung a pris les mimiques de François Morel. Et en fait, ça le déforme complètement d'une génération à une autre. Alors, j'ai dû passer par une phase où j'ai dû rééduquer l'IA pour
qu'il arrête de déformer la tête. Des fois, il le fait petit, des fois, il le fait grand. Ça arrive souvent, ça. Et du coup, des fois, j'ai envie de lui casser la tête. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, il faut que je reprenne la vidéo de référence pour garder un peu ce côté pur et la fenêtre de contexte de la vidéo. Et c'est fou parce que je me suis retrouvée avec plus de 5000 fenêtres de contexte pour justement garder cette... Et c'est trop marrant parce que je sais pas pourquoi le prompt d'après, il va le déformer, le prompt d'après, il le déforme plus. C'est aléatoire, tu comprends pas. C'est ça. À chaque génération, il y a une part d'aléatoire. Donc, même parfois, le même prompt à l'identique, il peut donner des résultats différents. Oui. Que ce soit au niveau de l'animation de la personne, au niveau des mouvements de la caméra aussi, même des glitches qu'on peut voir apparaître ou non. Voilà. Mais je pense qu'en fait, peut-être la next step, c'est nous donner du contrôle sur le modèle. Peut-être de savoir est-ce qu'on pourrait sélectionner la zone qu'on voudrait pas modifier, la zone qu'on voudrait modifier. C'est ça. Il y a des outils qui commencent à aller dans ce sens-là. Ne serait-ce que pour les mouvements de la caméra. Maintenant, pratiquement tous les outils ils proposent un template de mouvement de la caméra, justement, pour avoir un mouvement spécifique et casser un peu l'aléatoire. Je sais pas si tu as eu l'occasion de tester un petit peu Comfy UI ou Flora Fauna. En fait, c'est pour faire des workflows de génération d'images et faire des combinaisons. Même FreePic, ils ont commencé à sortir des workflows. Et je trouve ça trop cool parce qu'en fait, tu peux fusionner complètement. En fait, c'est encore la next step pour moi que Nano Banana parce que c'est totalement du contrôle. Tu peux dire à droite, à gauche, il se passe ça. C'est ça. Alors, vu que je suis sur la plateforme FreePic, alors je l'ai pas vraiment poussé jusque dans ses retranchements. Mais pour les productions que j'ai en tête, je pense que ça va devenir obligatoire. Parce que par exemple, pour un autre concours mondial, j'aimerais bien retester le plan séquence. Donc les workflows de ce côté-là, c'est quasiment obligatoire. Parce qu'il faut vraiment garder justement la récurrence des scènes d'une image à l'autre. Si par exemple la caméra elle tourne à gauche et qu'elle revient à son plan de départ, il faut que l'image elle soit identique à la précédente. Oui, ça s'appelle la cohérence visuelle et en fait, c'est pas simple. Hein. Je trouve que c'est l'aspect le plus compliqué de la génération d'images et vidéos. Ça, je l'ai bien vu dans ma dernière production, justement pour le concours des Film Awards à Bali, parce que j'avais justement fait du plan séquence. Et c'est vraiment très très dur justement de garantir la cohérence des scènes, mais surtout aussi la cohérence des couleurs pour le coup. Parce que quand on ajoute une image à l'outil, des fois dans le rendu, il change un peu la teinte des couleurs. Ça, tu le vois pas tout de suite quand tu télécharges les séquences. Ouais, à l'œil nu, tu le vois pas. Mais quand tu assembles les séquences au montage, là, tu le vois tout de suite et tu dis, c'est... on recommence. C'est ça. Mais en fait, j'ai un partage à te faire parce que je fais beaucoup de longs métrages et pour garder le contrôle, je fais des storyboards ultra complexes. Donc en fait, je séquence image par image tout ce qui va se passer. Et je vérifie que justement toutes les images sont cohérentes avant de commencer la partie vidéo. Donc ça m'est déjà arrivé de faire un long métrage où j'ai généré plus de 3000 images. Et en fait, je les assemble. Et en fait, c'est hyper intéressant de passer d'abord par cette phase-là parce que tu vas pouvoir faire des priorités et l'ordre, etc. Et en plus, ça peut te donner des idées pour insérer des scènes, etc. Mais c'est beaucoup plus de temps de travail. Ouais. Et en fait, tu te décourages beaucoup plus vite. Mais du coup, je me suis fait un peu la méthode Pomodoro, focus 2 heures. Voilà, je vais jusqu'au bout. Et en fait, j'essaye de faire des quick wins où je me dis, voilà, j'ai cette scène à générer, je vais jusqu'au bout de ça. C'est mon objectif de la journée. Et après, je fais pas plus. Parce que je me suis rendu compte que plus tu génères dans une journée sur le même sujet, après, tu deviens mauvais. Ouais. Tu deviens mauvais, soit parce que la fenêtre de contexte, elle se détériore, parce que la génération, elle se détériore, ou soit tu deviens mauvais parce que tu n'as plus de patience. C'est ça. C'est ça. C'est un peu de délicatesse à avoir. Exactement. Ouais, des fois, il faut dire stop. En fait, c'est marrant parce que la génération d'images, elle nous dit de trouver un équilibre, sans même que... C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et... alors, trop cool que tu veuilles faire des longs métrages et tout. Est-ce que tu as une idée de sujet, du coup, pour le prochain concours ? Alors,
J'ai des idées de sujets comme ça. Enfin, j'ai pas encore vraiment commencé à tout mettre à plat, écrire le script, etc. C'est juste des idées comme ça. Bah, ça vient de l'inspiration des films que je regarde, des pubs que je regarde, ou des autres productions sur lesquelles je peux regarder sur les réseaux sociaux. Je me dis, ah, ça, c'est, par exemple, ce thème, c'est intéressant, bah, j'ai essayé de l'explorer de mon côté avec ma patte, bah, par exemple, pas essayer de retravailler ça en plan séquence, en vue à la première personne, etc. Ouais, bah, moi, j'avais envie, en fait, dans le fameux groupe WhatsApp dont je te parlais, qui travaille sur les studios, ils ont créé un groupe WhatsApp qui s'appelle AI for Good. Et c'est marrant parce qu'avant même de rejoindre ce groupe WhatsApp, je me disais, j'ai envie de faire un film un peu moins pessimiste sur l'IA. Du coup, là, je me suis lancée sur un projet un peu monstrueux. C'est comment le monde va évoluer avec l'IA partout. Ouais. Et en fait, tous les films sont vachement pessimistes et moi, j'ai envie de faire un truc optimiste. Genre un truc où, tu sais, on va être tous des orchestrateurs, ça va nous aider sur le relationnel, ça va nous aider sur l'éducation. Et j'ai pas du tout cette vision où l'IA va remplacer nos professeurs. Au contraire, j'ai l'impression que nos professeurs vont être augmentés à l'IA. Même si aujourd'hui, il y a des agents autonomes qui sont capables de faire 100 fois plus, il y a tellement notre patte humaine qui est importante, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, c'est vrai que là, justement, comme tu dis, la question de l'authenticité, c'est un vaste débat. Ça me rappelle le débat de avant, quand on disait que les prises de vue sur fond vert et le numérique, ça allait tuer le cinéma parce qu'il y aura forcément moins de prises de vue en extérieur. Sauf que c'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, si tu regardes les films les plus rentables de ces dernières années, c'est pratiquement que des live action américains qui n'ont pas grand-chose d'authentique, que ce soit le scénario, le montage, les effets spéciaux, etc. Même si tu prends les sagas les plus cultes du cinéma aujourd'hui, par exemple Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Indiana Jones, Harry Potter, etc., il y a pas vraiment ce côté naturel, ce côté authentique. C'est énormément de prises de vue en studio sur fond vert. Il y a beaucoup de numérique, d'effets spéciaux, etc. Ouais, du coup, c'est un faux débat. En fait, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. On essaye de mettre un peu de c'est nul, ça va nous remplacer, etc. C'est ça. Alors qu'en fin de compte, ceux qui en font vraiment, ils se rendent compte que c'est vachement technique. C'est ça, c'est exactement ça. Si tu prends par exemple le film Avatar qui a fait des milliards au box-office, c'est quasiment exclusivement du tournage sur fond vert avec des effets spéciaux, tout simplement. En fait, c'est pas vraiment l'authenticité qui fait que les gens ils vont aimer un film ou non. C'est ce que le film il va leur faire ressentir. Oui. En fait, un film il peut ne pas être authentique, mais quand même nous faire ressentir quelque chose. Et des émotions, une vibe. C'est ça. Un film, et c'est la même chose aussi pour les dessins animés. Par exemple, Dragon Ball, One Piece, Naruto, c'est des animés qui sont énormes, enfin, qui sont très populaires auprès de la génération Z et aussi de ma génération, plus que des séries authentiques comme Julie Lescaut, Demain nous appartient, Les Feux de l'amour, etc. Mais c'est marrant parce que du coup, on est de la même génération. T'as quel âge, toi, Tom ? J'ai 26 ans. Ouais, bon, moi, je suis un peu plus vieille, j'ai 33 ans. Mais c'est vrai que tu parles vraiment de choses qui me parlent parce que c'est ce que regardaient mes frères et sœurs et tout. Et en fait, je me rends compte, on est en train de vivre à travers la génération d'images et vidéos aussi un choc culturel et générationnel parce que en fait on va pas tous générer les mêmes choses. C'est ça. Surtout d'ailleurs, mais que le cinéma, quand j'y pense, c'est justement l'art de l'artifice en fait. Réussir à toucher les gens par l'illusion. Oui. Par le tournage, oui, mais aussi par exemple par la narration, par le jeu des acteurs, par l'action aussi qu'on peut trouver dans les scènes. Moi, par exemple, quand je vois les scènes d'action, par exemple dans James Bond ou dans Mission Impossible, je me dis le mec il est trop fort. Enfin, je kiffe quand même regarder ça. Enfin, je kiffe Tom Cruise faire des cascades sur sa moto. Quand il passe d'un immeuble à l'autre, quand il saute en parachute alors qu'il a aucune combinaison. Enfin, c'est énorme. Je te lance le défi. Tu fais un film sur Tom Cruise juste après le podcast. On va déjà essayer de réunir le budget pour pouvoir le payer. Après, on verra. Non, mais je veux dire en Avatar. En Avatar, on va essayer. Mais
Ça, c'est super pertinent parce que je me rends compte de ce que tu viens de partager. Tu vois, aujourd'hui, tu as des scénaristes, des producteurs qui sont en train de manifester parce que justement, il y a beaucoup de générateurs d'images et de vidéos. Mais pour moi, c'est un outil de plus. Bon, ok, ça a démocratisé la génération et du coup, tu as l'impression que tu n'as plus besoin des plus gros producteurs, etc. Mais au contraire, moi, je pense qu'en fait, on a toujours besoin d'eux, mais on a besoin aussi de gens plus humains qui nous connectent à leurs envies. Peut-être que en fait, c'est pas plus mal quand on voit toutes ces créations sur les réseaux sociaux parce qu'on voit ce que les gens veulent voir en fait. Et ça donne plein d'indicateurs. Moi, je trouve que c'est hyper prometteur et ça va permettre à beaucoup de gens qui vivent dans des endroits reculés de se mettre au monde du cinéma. Donc, d'ailleurs, j'ai une anecdote à te partager. C'est j'ai été choquée. J'ai participé au AI Movie Awards de Colombie. Et ils sont trop forts. Parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément des gros moyens comme nous. Le revenu moyen est beaucoup plus bas que le nôtre. Ils étaient à 25 sur une licence pour faire le film et qui a gagné le box-office, quoi. Et c'est là où je me suis dit, non, on se plaint, on dit que tout est cher. Les Français, on est très forts pour se plaindre tout le temps. Et quand on voit des gens comme ça, hyper optimistes, à fond, ils étaient prêts à attendre, ils se sont tous enjoyés à faire le film et ils ont gagné, quoi. Ça montre que c'est juste, il faut des bonnes intentions pour faire un film. C'est ça. De toute façon, pour pouvoir toucher les gens, pour pouvoir leur faire ressentir quelque chose, il faut déjà ressentir quelque chose soi-même. Enfin, faut avoir la niaque, enfin, faut vraiment croire en son projet et il faut tout donner. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as eu l'expérience, parce que moi, c'était mon cas. En fait, là, en ce moment, maintenant que je maîtrise la génération d'images et vidéos, j'essaye de voir un peu tout ce qu'on peut faire un peu d'awkward, tout ce qui est génération 3D, multiverse, générer des bouts de vidéos. Est-ce que tu as commencé à t'intéresser un peu à ces techniques-là ? Alors moi, pendant un moment, j'étais vraiment sur la technique en 2D. J'essaie maintenant de m'intéresser justement à la génération en 3D, que ce soit des personnages, que ce soit des scènes, que ce soit des objets. Ouais, franchement, j'ai été hyper intriguée par Marble World. En un prompt, tu peux créer un univers 3D que tu vois... c'est plus que la 3D, c'est 4D. Tu peux explorer tout un univers. J'ai trouvé ça juste incroyable. Et en fait, du coup, je l'ai proposé à des architectes qui voulaient simplement, soit des architectes d'intérieur ou d'extérieur, qui voulaient habiller des pièces. Oui, ça, c'est quelque chose qui commence à se faire beaucoup en France. La numérisation de bâtiments intérieurs en 3D, que derrière les personnes peuvent mettre sur le site. Et le client, plutôt que d'avoir à se déplacer pour visiter le bien, il peut le visiter virtuellement en 3D. Et ça, c'est quelque chose qui commence à se faire beaucoup en France. Et donc, du coup, c'est pas étonnant de voir l'IA s'y mettre. Bah oui, parce qu'en plus, moi, en ce moment, je vendais bien parce que je pars vivre aux États-Unis. Et pour mettre en valeur mon bien, en fait, moi, mon bien, il est loué en Airbnb. Et Sarah m'a envoyé une photo. Le lit, il était mal fait. Enfin, il était fait, mais il était froissé. J'ai dit, tu me mets pas ça sur le site de vente, là. Et en fait, ça m'a fait plaisir parce que même si j'aurais pu le faire moi, comme quoi je m'entoure d'agents hyper futuristes parce qu'en fait, elle a, avec ChatGPT, refait les draps du lit. Et personne n'a su que c'était des draps virtuels. Ouais. Et parce que franchement, on voit pas la diff. D'ailleurs, je mettrai la photo dans la vidéo. Elle m'avait montré le avant-après. J'étais estomaquée. J'ai fait génial. Ça c'est excellent quand tu fais des petites retouches sur une image, par exemple, juste supprimer le téléphone de la table ou ajouter un téléphone sur la table et que tu joues au jeu à des différences. Ça c'est tellement kiffant. Ouais, où est le téléphone, comme c'est dans ça. Où est Charlie. Ouais. En plus, il y a un sujet que j'aimerais trop faire avec toi, c'est qu'en ce moment, je suis missionnée par une cliente qui me fait du placement de produits. Donc, elle a une mascotte qui s'appelle Kappa. Donc, sa boisson s'appelle Kapati. Et en fait, elle m'a contactée via Superprof. D'ailleurs, Superprof, c'est une bonne plateforme, je trouve, pour se trouver des clients. Même si, en fait...
Je donne pas de formation dessus parce qu'en fin de compte, je suis sous-payée dessus. Mais bon, des fois, j'offre des heures juste pour me faire connaître, quoi. Et en fait, sur Superprof, ça m'a apporté des organismes de formation et tout. J'ai trouvé ça méga cool. Et en fait, la nana, du coup, elle me contacte pour la former, mais ça s'est transformé en prestation. D'accord. Et en fait, quand j'ai fait le placement de produit, en fait, c'est génial parce que ça veut dire que là, c'était un personnage fictif. Je lui ai donné une vie. Je suis en train de raconter une histoire. Ouais. On pourrait s'amuser en plus là-dessus. Je pense que ça pourrait être drôle. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast hier avec elle. Et du coup, elle avait sa mascotte. Et c'est un ami qui a porté le costume. C'était assez drôle. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est qu'on peut vraiment raconter l'histoire de tout ce qu'on veut avec l'IA et les vidéos. Et aujourd'hui, est-ce que il y a un univers qui te botterait le plus de générer? C'est quoi qui te... Est-ce que tu as vraiment un truc où tu as une passion débordante pour cet univers? Alors, en termes de cinéma, j'adore tout ce qui est, premièrement, un peu la vue à la première personne. Ouais. Parce que justement, en fait, le personnage, c'est toi, tout simplement, c'est toi qui vis l'histoire. Et j'aime beaucoup le plan séquence aussi. Ne serait-ce que pour la difficulté de réalisation, vu que j'aime les défis. Et justement, plus je me dis c'est difficile, plus je suis émerveillé parce que je me dis ils ont quand même réussi à le faire, donc c'est une énorme performance. Et donc pour ça mérite le respect. Ouais, mais franchement, bon, je dis ça comme ça, je lance une bouteille à la mer, mais maintenant que tu me partages ça, j'ai grave envie de faire un projet avec toi. Ça s'appelle... Tu connais le livre dont tu es le héros? Non, ça me dit En rien. fait, c'était quand, dans les années 90, en fait, ils avaient lancé une série de bouquins où, en fait, tu avais des dés et tu lançais les dés et, en fait, tu pouvais passer des portes. Donc, tu lis le bouquin, il te propose des portes. Soit c'est toi qui fais le choix en tant que première personne, ou soit, en fait, tu utilises un dé et, en fait, par exemple, t'es un ninja et au début du bouquin, et après, t'avances. Et si tu fais la porte 1, tu risques de mourir. La porte 2, tu risques de sauver, par exemple, une princesse, un samouraï, etc. Et j'aimerais trop faire le même concept, mais avec la génération d'images et vidéos. Ça pourrait être trop cool. Faut savoir, ce serait quelque chose à essayer, oui. On pourrait faire un storyboard où on crée des scénarios et les gens, ça pourrait être carrément un concept Instagram ou TikTok. Et en fait, on pourrait faire des liaisons entre les comptes et tout, entre des posts. Ça pourrait être très marrant. Ouais, ça c'est Jen. Ça, c'est du Jen. En plein podcast, elle imagine un produit. Mais je l'imaginerais même pas dans un format payant, mais où, si ça c'était le cas, ce serait plus comme faire vivre une expérience aux gens. Ouais. Non, j'adopte. Je pense qu'on va peut-être s'y plonger. Et du coup, pour finir l'épisode en beauté, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si demain, tu rencontres des personnes qui veulent se mettre à la génération d'images et vidéos, au-delà des outils que tu as recommandés, qu'est-ce que tu les inciterais à faire avant d'aller plus loin? Parce que moi, je rencontre tous les jours des gens qui ne savent pas par où commencer, qui sont perdus. Alors, la première chose que je recommanderais, c'est d'abord de faire ça pour le plaisir. Parce que s'il n'y a pas de plaisir derrière, de toute façon, ça ne donnera rien. Donc, entraînez-vous à reproduire des images que vous aimez ou des vidéos que vous aimez. Et c'est en prenant justement du plaisir qu'on va explorer d'autres portes, d'autres métiers, comme je l'ai fait quand j'ai débuté. Merci, Tom. Moi, c'est vrai que même moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est un peu le syndrome de la page blanche. Ouais. Après, comme je suis formatrice en IA, j'utilisais l'IA. Moi, j'appelle ça l'entraînement synthétique. En fait, tu utilises l'IA pour t'entraîner. Donc, moi, je leur dis d'utiliser le prompt suivant. Donne-moi les différents scénarios à partir de telle idée. Ce qui me permet de créer différents synopsis, différents résumés d'une histoire. Et en fait, après, je vais aller vers l'histoire qui me parle le plus, qui me donne le plus d'émotions, qui m'impacte le plus. Et souvent, j'aime bien résumer un post, une création en une phrase,
Et si la phrase, en fait, elle est en corrélation avec mon film, là, ça me donne le sourire. Mais j'aime ce côté surprise de la génération d'images et vidéos. Et voilà. Et en tout cas, j'ai hâte de vivre de belles aventures dans la génération d'images et vidéos avec toi. On est d'accord. Et je pense que peut-être c'est le début d'une grande aventure. J'espère que mon studio aussi, oui. et toi, on va faire un bon bout de chemin ensemble. Et je te remercie de t'être prêté au jeu de ce podcast. Merci à toi, merci à tous. Oui, c'était Challenge IA avec Tom Foustel.